Maître Jean-Claude Mpey, je suis juriste en spécialité droit international et droit pénal. Je reviens vers vous pour répondre, n'est-ce pas, à vos préoccupations. J'ai reçu beaucoup d'appels et mes followers voulaient que je puisse faire un petit commentaire par rapport à l'audience du 11 mai courant par rapport au procès qui oppose le ministère public contre l'honorable Vital Kamerhe. Alors, je m'en vais, n'est-ce pas, faire ces commentaires qui vont pouvoir se décliner en des séquences. Je vais pouvoir, n'est-ce pas, faire quelques petits commentaires par rapport à la forme et quelques petits commentaires par rapport au fond, avant bien sûr de donner un point de vue par rapport à cette affaire qui est en cours. Par rapport à la forme, il faut d'abord faire observer que nous avons tous été décis du fait que dans l'instruction, au lieu que le juge commence par, n'est-ce pas, la lecture des procès-verbaux, qui allait lui permettre au même moment d'identifier les prévenus, mais aussi au même moment de présenter les faits pour lesquels les prévenus seraient poursuivis par le ministère public. Donc, lire les procès-verbaux établis à la phase préjuridictionnelle, de sorte que les prévenus comprennent pour quels faits ils sont poursuivis par l'organe de la loi. Donc ça, c'est un élément. Et en principe, il n'est pas prévu qu'on commence par l'interrogatoire ou un jet de questions prévenues. Le juge est obligé, il est tenu de commencer par la lecture des procès-verbaux. Ça, c'est l'article 74 du Code de procédure pénale qui oblige que le juge commence tout d'abord par la lecture des procès-verbaux. Donc, c'est une façon effectivement de garantir les droits de la défense qui est, n'est-ce pas, prévu pour le prévenu. Donc, il y a cet élément-là. Nous avons noté qu'il y avait violation de l'article 74 du Code de procédure pénale. Deuxième élément, nous avons constaté comme si le tribunal voulait insister que M. Jamal comparaisse en français, qu'il prétestait qu'il connaissait très très bien le français. Ici, ce n'est pas le cas de connaître, en principe. C'est la langue de son choix. Quand on entre dans les dispositions sectorielles des différentes lois, c'est la langue de son choix. Donc, le prévenu doit choisir la langue dans laquelle il va pouvoir se retrouver à l'aise. Il va avoir des possibilités, n'est-ce pas, pour se défendre. Donc, il y a cet aspect-là. Aussi, c'est un droit fondamental qui est garanti non seulement par le pacte international sur le droit civil et politique, mais aussi par la Constitution quand on lit l'article 14, paragraphe 3, point A et point F, qui effectivement prévoit le droit au prévenu de pouvoir se défendre dans la langue que lui connaît, qu'il va pouvoir dire, moi je connais cette langue. Alors, là, nous avons encore noté, nous avons observé que non, le tribunal voulait à tout prix. D'ailleurs, le tribunal n'a pas retenu, n'est-ce pas, la revendication du prévenu Jamal. Alors, c'est une autre observation. La défense a aussi regretté que non, il y avait dans les dossiers physiques des pièces et qu'elle n'avait pas. Donc ça faisait
un bout de temps, donc depuis la phase préjuridictionnelle que la défense avait sollicité auprès du parquet général, la levée copie des pièces. Mais malheureusement, il a été constaté que le parquet n'avait pas répondu à la demande de la défense. Si le dossier était déjà envoyé au tribunal, le parquet a toujours l'obligation de répondre d'abord et de donner d'informer à la défense la situation du dossier physique. Où se trouve-t-il? Encore au parquet ou déjà au niveau du tribunal? Ça, nous avons aussi constaté que, quelque part, l'organe de la loi, le ministère public, a usé de la rise pour mettre la défense en mauvaise position, en mauvaise posture, de sorte qu'elle n'ait pas la possibilité de se défendre. Or, le combat judiciaire, c'est un combat loyal, ce n'est pas un combat déloyal, ce n'est pas un combat de rise, mais c'est un combat qui doit se faire dans le respect de la loi. Alors, ça, c'est aussi une autre observation. Mais sur le plan fond, nombreux internautes n'abordent pas la question fond, ce qui a été dit là-bas, et nous devons noter que à la question effectivement de savoir si M. Jamal avait reçu les fonds, même s'il n'a pas été clair, Jamal n'a pas nié n'avoir pas reçu les 48 millions. Donc M. Jamal en soi a reconnu, mais il a dit de manière superficielle qu'il n'allait pas terminer les travaux en 100 jours, les travaux de construction, les travaux qui nécessitaient ou qui nécessitent la passation de commandes en international, la livraison des marchandises en international. Donc, vous constaterez aussi que avec cet élément-là, quand Jamal reconnaît avoir reçu la totalité du montant, ça voudrait dire tout simplement que effectivement, il n'y a pas eu participation de l'honorable Kamere dans les détournements des fonds parce que M. Jamal reconnaît avoir reçu la totalité des fonds et n'est-ce pas, l'avoir utilisé dans les travaux de 100 jours. Alors, à la même question de savoir s'il avait, si M. Mouima Janon, le chargé de dédouanement des marchandises à la présidence, Mouima Janon aussi, quant à ce qui concerne les montants qui lui est reproché pour détournement, il a reconnu avoir reçu la totalité de ces montants-là et l'avoir affecté pour la mission qui lui avait été confiée. Donc, bref, pour M. Mouima, il n'y a pas eu de détournement. Il n'y a même pas eu, n'est-ce pas, participation de M. Ou plutôt de l'honorable Kamere. Alors là, nous notons que sur le plan fond, les perspectives sont bonnes en ce qui concerne l'honorable Kamere. Mais ces éléments-là ne sont pas relayés par les amis sur les réseaux sociaux et pourtant, ce sont des points très très importants par rapport, n'est-ce pas, à l'instruction du dossier. Alors, il y a des polémiques autour de l'équipe des 100 jours qui a été citée par l'honorable Kamere. Je crois que ces gens-là, ils n'ont pas été incriminés ici par l'honorable Kamere. Mais Kamere a dit, comme il s'agit des responsabilités administratives ici, il faut citer les responsables du projet. Du programme. Alors, les responsables sont là, ils sont connus, et effectivement, ça ne pose pas un problème. Mais nous avons suivi sur les réseaux sociaux des gens qui s'agitaient parce que l'honorable Kamere a cité les noms de certaines personnes. Alors, on se demande pourquoi cette agitation-là. Pourquoi les gens ne voudraient pas que les responsables, les différents responsables du programme de 100 jours passent devant les juges pour
présenter leurs explications. Pourquoi? Donc vous allez sentir, vous allez comprendre que quelque part, il y a une main manipulatrice, une main invisible derrière, n'est-ce pas, cette affaire. Mais en ce qui me concerne, pour finir, en ce qui me concerne, jusque-là, je continue à m'interroger sur la nature de cette affaire. Parce qu'il s'agit bel et bien d'un contrat de travaux publics entre, d'une part, l'administration et d'autre part, une société privée. Alors, il n'y a pas eu la plainte du gouvernement congolais pour une exécution des travaux ou pour mauvaise exécution des travaux. Parce qu'en soi, quand il y a un contrat comme ça, un contrat administratif entre une entreprise et l'État congolais, d'abord il faut retenir qu'il existe des mécanismes de règlement du litige au sein même du contrat qui sont prévus. À part ces mécanismes-là, il est prévu quel est le juge compétent en cas de litige. Parce que je ne sais pas imaginer qu'on puisse poursuivre l'honorable Kamere pour détournement de 48 millions. Le poursuivre aussi pour détournement de 1 million et quelque chose pour le dédouanement de marchandises. C'est comme si, en tout cas, tous les montants qui étaient prévus pour les travaux de maisons préfabriquées a été détourné. Ce qui n'est pas vrai parce que les maisons de Kinshasa, nous les voyons, elles existent. Donc, on va pouvoir comprendre que non, il y a acharnement et les soucis, c'est lesquels? Les soucis, c'est de voir dans les petits détails si on peut obtenir le détournement de 200 ou 300 dollars pour qu'on puisse imputer ces détournements à l'honorable Kamere. Donc, à mon humble avis, il y a absence de motifs de poursuite. Parce qu'en réalité, on n'allait pas les poursuivre pour la totalité du montant. Ce qui démontre clairement qu'il se pose un très sérieux problème au niveau même de l'organe poursuivant, qui n'est pas en mesure de connaître quel est le montant qui a été détourné. Et c'était par qui? Alors, on dit détournement de 48 millions, on va pouvoir vérifier. Il y a eu perte de combien? Tout ça. Donc, en soi, à mon humble avis, c'est un dossier à la compétence, soit ici d'un juge civil, si c'est à la plainte de l'entreprise, c'est au juge administratif qui va pouvoir se saisir de cette affaire. Donc, en réalité, il se pose encore un sérieux problème de compétence. Qui peut se saisir de cette affaire au regard de sa nature? Merci beaucoup. Nous vous invitons à aimer notre page, mais aussi à partager nos vidéos. À la prochaine.